Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous et de rester avec nous. On a vu dans le film qui vient de vous être projeté, Total Trust, une illustration extrême de la manière dont les technologies numériques peuvent être instrumentalisées à des fins d'oppression et de contrôle social. On sait aussi à quel point la tendance est lourde d'usage du numérique qui menace les droits et libertés de manière très différentes selon bien des modalités, à bien des niveaux, en matière de surveillance en particulier. C'est notamment de ça dont on va parler ce soir, mais aussi plus généralement d'intelligence artificielle, de ce qu'elle est, de ce qu'on en fait, de ce qu'on peut en faire, de ses risques, des moyens d'y faire face. Je vais accueillir avec nous Peggy X. Peggy qui est donc directrice de la division de l'engagement thématique des procédures spéciales et du droit au développement du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez aussi travaillé avant ça à Human Rights Watch comme directrice du plaidoyer mondial et vous avez aussi été membre de la mission des Nations Unies au Kosovo, entre autres choses. Avec nous également Olivier Allais, ingénieur en informatique, coordonnateur de programme droit et accès numérique à l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Vous avez aussi travaillé à l'Agence française de développement sur des projets numériques en Afrique francophone, en particulier au Mali et au Burkina. Et à distance, va-t-elle apparaître, Suzy Allegre, avocate spécialisée en droits humains qui a travaillé pour Amnesty International, les Nations Unies et l'Union Européenne notamment, qui est aussi auteure et qui a publié en 2022 Freedom to Think et bientôt apparaître en mai Human Rights Robot Wrongs, Being Human in the Age of AI, autrement dit, rester humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Une première question peut-être, puisque je le disais, on a vu là une version effectivement extrême d'un usage oppressif des technologies. Je me souviens qu'il y a pas loin de 15 ans, au moment des printemps arabes, l'heure était plutôt à l'optimisme et sans doute excessif d'ailleurs. Il était plus souvent question du potentiel émancipateur des technologies et de l'Internet. Peggy X, est-ce qu'il y a eu une forme d'aveuglement peut-être sur les effets des technologies numériques, et est-ce qu'on est à l'inverse aujourd'hui dans, on va dire, une forme de prise de conscience de la nécessité d'y réfléchir et de réguler? Thanks very much, and a real pleasure to be with you all tonight on this important topic. I do think I was at Human Rights Watch during the Arab Spring, and I remember that idea that we had, that there was the ability to get information, to understand what was happening. We do so much monitoring of human rights reporting, and suddenly we were able to know real time what was happening in a dramatic situation. And it was a moment where we really thought technology was going to save us. And now there's a sense that technology may destroy us at times. And I guess my basic message is that we're probably overly optimistic then, and we can sometimes be overly pessimistic now. In my job, we still see how technology can really do a lot in terms of helping us on the human rights side to know what's happening and for people's voices to be heard. But at the same time, as we've seen in this film, and as I'm sure we'll talk about tonight, there are enormous risks, and we're doing way, way too little to respond to them. Suzy, même question. Est-ce qu'on est passé d'une vision finalement très idéalisée des technologies à une vision peut-être aujourd'hui radicalement inverse? On parle beaucoup d'une espèce de tech backlash ou de désespoir aussi, d'une certaine manière, de beaucoup de militants des droits et libertés qui ont vécu, qui ont eu en tout cas cet espoir et qui ont eu le sentiment que beaucoup de choses se refermaient. I think we go through waves. I mean, one of the things that I looked at in my book was actually looking at sort of the aftermath of the Second World War and Nazi Germany that sort of gave us the Universal Declaration on Human Rights. And I think it's very interesting when you look particularly at the speech given by Albert Speer, who was Hitler's Minister for Armaments at his trial in Nuremberg.
that he said then that the danger of being terrorized by technocracy threatens every country in the world. And that was in the 1940s. I think, again, if you look at sort of the work of George Orwell in 1984, that vision of technology and the way that technology could be misused was something that in the middle of the 20th century was very obvious and very clear. And I think for me, working post 9/11 in the human rights movement, I saw technology as well as a risk, as a tool that could be used potentially for good, but also particularly with increased surveillance, the Snowden files, all of those kind of things. I think it slightly depended on who you spoke to. But then I also remember the first time I got an iPhone, it didn't occur to me that my iPhone could be watching me, that I could be tracked with my iPhone, something which today seems very obvious. So I think we are getting now a bit of a moment of reflection to see that the tech that we all use, the tech that is being provided by the private sector, consumer technology, can potentially be harnessed in ways that will have really serious impacts on our societies, on our democracy, and on our human rights. Olivier Allais, on a entendu beaucoup de mots et d'expressions ces dernières années qui se sont peu à peu imposés dans le langage courant. Je pense à big data, par exemple, ou mégadonnées en français. Algorithme, qui est un mot qu'évidemment les informaticiens connaissent depuis des décennies, mais qui est entré aussi, là encore, dans le débat public. Intelligence artificielle, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle et en quoi c'est une rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et on a déjà connu des ruptures. L'Internet était une rupture. Mais là, beaucoup de gens disent qu'on est encore dans un nouveau passage de cap. Merci. Oui. En effet, on est dans une nouvelle rupture et depuis 2017 exactement. Et pour répondre un peu à ce qu'est l'intelligence artificielle, avant tout, c'est un algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? On peut se poser quand même que cette question-là. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Quand je fais des crêpes et quand je mets des œufs, de la farine et du lait, et ensuite que je mets ça dans ma poêle, et ben c'est un algorithme. Et ça, c'est un algorithme ouvert. Là, je viens de le décrire, c'est un algorithme ouvert. Si quelqu'un a envie de remplacer ma farine de blé par de la farine de sarrasin, il est libre de le faire. Et on a un algorithme ouvert, mais chaque fois qu'on va le redémarrer, ça va être à peu près pareil. Et on a des données. Ça va être des œufs, de la farine, du lait. On peut mettre un peu de bière, chacun peut le faire, et on peut changer les données. Ensuite, quand on est arrivé dans le monde du big data, on avait aussi des algorithmes un peu comme je viens de décrire, donc des choses qu'on peut relancer, qui sont relativement figées, qui allaient analyser énormément de données. On a fait ça aussi, par exemple, sur l'ancêtre de l'intelligence artificielle qui s'appelait les systèmes experts. Les systèmes experts, c'était des algorithmes, j'ai envie de dire classiques, qui allaient en fait analyser énormément de données. On a cherché par exemple à les utiliser pour remplacer des médecins à une époque. On a fait ce rêve-là il y a 15-20 ans où on s'était dit, on va essayer de poser énormément de questions à des médecins, on va les mettre en fait dans des bases de données et on va faire des algorithmes qui pourraient peut-être remplacer les médecins. Alors non, en fait, ça n'a pas vraiment marché, et à part sur des choses relativement basiques. Quand je parlais tout à l'heure de 2017, ce qui s'est passé, là, je vous parlais un peu de l'algorithme classique, et là, on a commencé à avoir des algorithmes qui étaient capables, en fait, de s'auto-générer. Et c'est là où, en fait, on est rentré totalement, en fait, dans une rupture, c'est qu'on se retrouve, en fait, aujourd'hui avec des algorithmes qu'on n'est plus vraiment... On peut, même s'ils sont open source, on peut continuer à les lire, mais c'est-à-dire que l'ingénieur aujourd'hui ne veut pas chercher en fait à les coder, mais il va faire ce qu'on appelle du fine tuning et qui va qui va tester en fait l'intelligence artificielle et suivant les biais en fait qui vont remonter, qui vont réussir à l'adapter plus ou moins. Alors ça peut être très bien dans certains cas, l'intelligence artificielle, on peut le voir à l'UIT par exemple, on a des groupes de travail sur l'intelligence artificielle et les catastrophes naturelles. Donc ça nous permet en fait d'analyser des photographies satellites et voir s'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent. On a aussi AI avec la santé et analyser également
des photos médicales et voir par exemple s'il y a un cancer qui pourrait arriver. Après, d'un autre côté, il y a plein de choses qui peuvent être assez difficiles à gérer. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dite générative. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à produire des photos ou des vidéos où on a du mal à savoir en fait si elles ont été faites par un être humain ou si elles ont été faites par une intelligence artificielle. Alors on se dit qu'on voudrait mettre dedans ce qu'on appelle des watermarks, c'est-à-dire des espèces de données dans la photo ou dans la vidéo qui vont permettre de certifier ça a été fait par une intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on n'est pas techniquement encore au point. Il suffirait par exemple que je fasse une vidéo qui a été générée par ChatGPT et que je fasse une impression écran de cette vidéo-là, et j'enlève au final cette donnée particulière qui va me dire que c'est quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle. On cherche, par exemple, sur le chat GTP, à mettre des systèmes de politique en place, mais dans le dark web, on va trouver au final des intelligences artificielles où il n'y a pas de politique en place, ce qui va faire qu'on va pouvoir, si on veut générer une vidéo particulière d'un politicien, on va pouvoir le faire. Donc c'est un peu ça l'intelligence artificielle, et il y a des choses bien et des choses relativement mal également. Alors justement, Suzy Allegre, dans votre prochain livre, vous donnez beaucoup d'exemples finalement parce qu'on a souvent l'impression que le débat se polarise un peu aujourd'hui entre des gens qui restent très techno-optimistes et pour qui finalement l'intelligence artificielle va régler les grands problèmes de l'humanité, et un discours très alarmiste de menaces quasiment existentielles en fait que feraient peser les IA sur l'humanité. Il y a en fait aujourd'hui déjà beaucoup d'effets plus mesurés, mais très présents, et il y en a dans tous les domaines, dans le militaire, dans la justice. Est-ce que vous pouvez nous décrire comme ça de premiers impacts finalement très, très quotidiens et qui font déjà partie de nos vies, de ces systèmes d'IA? I think what I found when I started to look at AI in detail was that, these existential threats for me are not really what we need to be worrying about. What we need to be worrying about is how AI is being used today. And I mean, this year, in many countries around the world, including where I am here in London, we are going to be facing elections with unregulated access to generative AI in particular, and the ability to create deepfakes and to create propaganda on a scale that we haven't seen before in democratic elections. And that, I think, is something which we need to get hold of very fast. We're given the impression that it's all too big and too difficult and too international and we can't actually deal with it. But if you think about the way laws work, if you look at the criminal law, murder is illegal. That doesn't mean that nobody ever kills anybody else. But the fact that murder is illegal, there are consequences, and that we have in place systems in many countries, for example, limitations on arms sales, means that we minimize those risks. And that is something that we could be already doing in relation to AI. And if you look at it in relation to democracy, I think it's going to be interesting to see how different countries' rules around elections grapple with that question and what the consequences are for violating election rules. But what I saw, and I think what maybe concerned me the most about the way AI is developing, and it's something you don't see very much, I suppose, unless you're involved in it, is the pushing, if you like, of AI chatbots as companions, as friends, as therapists, as partners, as basically alternatives to human engagement and human interaction. And I think that, for me, was something that was really concerning. And what is that going to do for our ability as humans to engage with each other, to support each other, to have empathy? And in those kind of areas, I mean, particularly the sale of, or the advertising of chatbots as alternatives to human relationships or as alternatives to professional therapy, I think there is scope to have quite clear regulation in countries dealing with that, limiting how it's used. Because, as I said earlier about establishing laws, it doesn't necessarily stop bad actors from acting badly. But most people don't want to break the law. Most people will try to act within the law. And I think we shouldn't be distracted by existential doom
or the fact that, well, somebody might break the laws if we make them. We need to focus on getting regulation in specific areas and making sure that it's enforceable, that we have access to justice and can make sure that our laws work in practice. Alors on va évidemment longuement parler de régulation, mais peut-être avant ça, Peggy X, on le disait tout à l'heure, les menaces sur les droits et libertés que font peser les technologies numériques ne sont pas nouvelles, et on a vu notamment le développement de la surveillance depuis des années, voire même des décennies. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change à ça? Est-ce que c'est une menace renouvelée, plus importante encore, sur les droits humains? Yeah, there are numerous threats, and I second what Susie says about the fact that we tend to focus on sort of the existential issues and forget about the things that are happening on a day-to-day basis. So AI allows a lot of bad things to be done much more quickly and at scale, we say, that much more widespread. So some of the police activities that you might see in a limited way are now supercharged by the ability to gather information, as we saw in the film. But one of the examples of this is the use of facial recognition. Facial recognition has been rolled out through law enforcement agencies throughout the world, based on technology that allows large databases to be scanned and for people to be identified as potentially criminal. The problem is there's no regulation on that technology. And so how reliable it is it 80% reliable? So 20% of the people identified may not actually be criminals or even suspected of any crimes. And there are cases of the technology being misidentifying people and people suffering, really severe consequences because of it. Technology like that's being used, for example, in predictive policing systems, where they're deployed in areas to try to identify areas that are at higher risk for crime, or in sentencing algorithms being used in terms of determining how long somebody will need to go to prison. So all of that is built around the idea that we can use an algorithm or AI to help us do things at scale and with more data behind it. The problem is those data sets that they're using have been shown themselves to build in all sorts of levels of discrimination. And that's true both of traditional AI and the generative AI, which is the big issue today. Alors effectivement, Olivier Allais, c'est cette question des biais dans les bases de données, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui que posent les intelligences artificielles, y compris parce que, comme vous le disiez, ça n'est pas simple du tout à auditer aujourd'hui. Non, on se retrouve en fait sur des systèmes qui sont difficiles à auditer, et en fait on apprend en faisant essentiellement. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de normes spécifiques pour trouver ces biais. Alors après, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, à l'UIT actuellement, c'est de ramener de plus en plus en fait le concept de droits humains dans les standards. L'UIT en fait c'est un bureau qui cherche à faire qui fait des standards en fait des standards techniques et où il y a plusieurs groupes en fait qui discutent. Ça peut être de la fibre optique, ça peut être les futurs réseaux de l'internet, mais tout ça en fait incorpore de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout. Et donc c'est quelque chose dont on discute beaucoup et forcément dans nos bureaux. Et aujourd'hui, on essaie de voir de quelle manière on va ramener un peu le concept de droits humains jusque dans la technologie. On a des... Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la liberté d'expression au point de vue technique? Qu'est-ce que ça veut dire la privacité, en fait, au niveau technique? Et c'est tout le travail qu'on cherche à faire actuellement aujourd'hui sur les normes techniques et à réussir à traduire les droits humains, en fait, à un niveau beaucoup plus de standards et essayer de faire, forcément, que ça protège les personnes. Voilà. Suzy Allegre, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas se laisser, entre guillemets, impressionner par cette idée de menace existentielle et qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire
aujourd'hui, il y a des discussions dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'enceintes différentes aussi sur cette question de l'intelligence artificielle. Il y en a aux Nations Unies, il y en a du côté de l'Union européenne, il y en a évidemment dans les États, pour établir des normes, pour établir des règles, pour établir des législations. De quels outils dispose-t-on aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque de votre point de vue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait élaborer aujourd'hui pour faire face au sujet dont on discute? I think one of the big problems in the discussions around AI and technology more broadly is that there can be a tendency to say we've got to regulate AI. Well, what does that even mean, actually? I think when you actually focus on what AI is being used for in certain sectors, it's much easier to understand how regulation would work and the tools that we already have, the legal tools that we already have. So if you look, for example, at using generative AI in legal submissions, and we've seen cases from the US that have sort of made the media with lawyers making themselves look very stupid by using ChatGPT to make legal submissions, which then invent case law. Well, it would be relatively easy for bar associations to regulate the ways that lawyers are allowed to use generative AI or not, and to make it very clear what will not be permitted, for example, in court proceedings in terms of the use of generative AI. And that could be done, on a local, national, regional level. It doesn't require a whole new suite of regulation around AI. And you'll find that in relation to lots of different areas, that we don't have to fix all of AI. AI is ultimately a tool. And so I think, the human rights laws that we have and understanding what they really mean in terms of the way technology is being used and the capacities for technology. And in my previous book, I focused on the right to freedom of thought and this idea that big data gives some kind of insight into what people are thinking or can be used to manipulate how people think and how they behave. Well, in my view, I think we can use the rights that we already have, things like the right to freedom of thought, in interpreting existing legislation, like in Europe, the General Data Protection Regulation, to make sure that it works and that it is effective to deal with the new threats that are coming through. So I don't think we need to be over-obsessed with the idea that we need a global regulation that deals with everything that AI can possibly throw up and that everybody has to have the same standard. I think we can begin right now to use the human rights that we have to interpret and apply the laws that we have. And then what we really need is access to justice and enforcement. Qu'est-ce que vous en pensez, Peggy X, et quel est, dans ce cadre-là, le rôle des grandes institutions internationales? Oh. One more time. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient d'expliquer Suzy? C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre les choses presque secteur par secteur. Et dans ce cadre-là, quel est le rôle des grandes institutions internationales? Oh, thanks very much. Sorry about that. No, I totally agree with Susie that the sectoral approach is what we need, and we should start with the areas that are most human rights facing. I talked about use of artificial intelligence in law enforcement and the judicial system, obviously areas where people's human rights are very much at stake. So we can do it in the way that Susie described and looked at it, and part of what we do in international organizations is try to both advise and work with governments that are trying to do that. But also, one of the projects we have in my office, the UN Human Rights Office, is to try to look at the role of business in this sector. There is a set of standards called the UN Guiding Principles on Business and Human Rights that basically say that companies themselves have to understand human rights and make sure that they look at their products not just when they're being rolled out, but throughout the design and the development of their products to figure out, before I put this on the market, what might it do? Now, if you think of something like,
drug companies and pharmacies, of course, we expect those types of products to undergo some rigorous testing and thought before they go out. Well, the same thing needs to happen, obviously, with new technologies. There needs to be really serious thought given to the potential good and bad uses of technology, and companies need to figure out how to control or mitigate the risks that those technologies face. So we work with companies to try to push them to do much more of that human rights due diligence. And we also talk to governments about potentially regulating those companies and making sure that some of that human rights due diligence is done in a mandatory way as well, in case not every company wants to do it voluntarily. Olivier Allais, quel est le rôle d'un organisme comme l'UIT dans ce débat? Parce qu'on sait qu'il y a des... il se dit des choses, il se discute des choses à l'UIT, il se discute aussi des choses dans des enceintes qu'on dit multi-acteurs qui travaillent sur les normes de l'Internet. Comment est-ce que tout ça s'articule avec le débat public sur ces sujets et avec la manière dont aussi les États peuvent discuter entre eux, les discussions avec les entreprises privées, etc. Nous, en fait, au niveau de l'IUT, on est une plateforme. En fait, on a des membres qui sont aussi bien, et c'est assez unique au niveau des Nations Unies, aussi bien en fait des États membres que des sociétés privées. Et donc, ils viennent à Genève régulièrement dans les différents groupes d'études pour essayer de se mettre d'accord sur les prochaines normes. Et la prochaine norme, ça peut être la 6G qui va incorporer de l'intelligence artificielle. Ça peut être discuter également du métaverse. Ça peut être discuter des futures fibres optiques qui vont certainement aussi prendre de l'intelligence artificielle derrière. Donc, on a ce débat-là, en fait, qui se passe à l'UIT. Après, la difficulté, c'est de réussir à trouver un consensus, parce qu'on peut bien évidemment bien penser que quand on a 193 États, plus des sociétés privées, plus des universitaires, se mettre d'accord, des fois, c'est relativement compliqué. Et quand on parle de droits humains, ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Le terme, pour vous donner une idée, on commence en fait à l'UIT vraiment d'utiliser le terme droit humain. Il y a encore 6-10 mois, j'avais commencé à utiliser human-centric technology, la technologie centrée sur l'humain. Ensuite, on parlait un peu de droit numérique. Mais au final, on est arrivé au fur et à mesure à dire on y va, parce qu'on avait quand même aussi du mal à oser par rapport à des États membres utiliser le terme droit humain, parce que ça a énormément de signification en fait au niveau des Nations Unies. Ça veut dire en fait qu'il y a des lois, ça veut dire qui sont derrière, qu'il y a des textes en fait, et qu'il va falloir appliquer. Et qu'aujourd'hui en fait, en tout cas, ça a ouvert une espèce de boîte de Pandore à l'UIT dans les différents groupes d'études. Et on s'aperçoit qu'il peut en effet avoir des difficultés. Où on trouve par exemple pas mal de difficultés aujourd'hui, c'est sur la privacité. Et on a un groupe d'études qui va normaliser tout ce qui est cybersécurité. Et on a des États membres qui sont pas très d'accord de trop pousser les droits humains, parce qu'ils ont besoin en fait d'avoir de l'information sur, je ne veux pas dire espionner, mais en tout cas avoir de l'information sur la population et ce qui se passe, parce que s'il y a une bombe qui pète demain à Genève, on veut savoir qui est le coupable. Et c'est un peu leur argument, on peut le comprendre. Et que si on met trop de chiffrement dans la technologie, ça peut protéger aussi les gens qui font du mal. Donc c'est réussir en fait à trouver ce compromis. Et ce compromis, il n'est pas du tout évident, parce que là on parle à Genève. J'ai travaillé longtemps à l'étranger. Quand on est dans un État totalitaire et que, comme on a pu voir dans le film où on traque des journalistes ou des activistes des droits humains, c'est parce que la technologie le permet aussi de les traquer. Et parce que cette technologie en fait n'incorpore pas suffisamment de droits humains. Donc c'est là où en fait c'est quelque chose qui est totalement multifacette, et c'est ces discussions là qu'on est en train d'avoir à l'IUT, et le débat est en train de monter.
et qu'on a besoin aussi de l'appui évidemment du bureau de Peggy pour définir les droits humains et réussir à les traduire en fait sur des termes techniques. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous parce qu'il faut bien se rendre à l'IUT. Moi je suis ingénieur et 90% des gens là-bas c'est des ingénieurs. Ils n'ont pas vraiment un background de droits humains, ils ont du mal à le comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression en fait dans la technologie? Qu'est-ce que ça veut dire l'accès à l'information, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, de quelle manière on le traduit? Et c'est les débats qu'il y a actuellement. Et c'est les débats parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de texte qui va vraiment lier en fait un droit humain en fait à l'application technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors après il y a des choses qu'on sent et on sent que par exemple, on a un groupe d'études sur tout ce qui est fibre optique et on sait que fibre optique, c'est de l'accès, c'est de l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est le fait que je peux parler ma langue sur l'Internet. Si je suis en Afrique de l'Ouest et j'ai envie de parler bambara, et ça c'est aussi un droit. Donc c'est aussi réussir à traduire ce droit techniquement. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est on est en train de faire cette traduction et qu'elle touche énormément de domaines. Elle ne touche pas que l'IUT non plus, évidemment. Là, je donnais l'exemple de du langage. Quand on veut encoder un nouveau langage, ça ne va pas être l'UIT, ça va être un groupe qui s'appelle l'Unicode. Et ça va être travaillé avec un autre groupe de standardisation qui s'appelle l'IETF. Et quand on veut le mettre, quand on voudrait taper du Bambara dans votre barre d'URL sur votre navigateur, ça va aller encore à un autre organisme qui s'appelle l'ICANN. Donc ça veut dire aussi que amener les droits humains dans la technologie, c'est pas que l'IUT. C'est beaucoup en fait d'organisations qui vont être techniques ou qui vont pas être techniques et on doit travailler ensemble. L'ICANN, si je ne me trompe pas, c'est l'organe qui gère les noms de domaines. Tout à fait. Et l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force qui est chargé d'élaborer effectivement des normes techniques. Exactement. Alors, l'IETF élabore également des normes techniques qui sont beaucoup plus orientées en fait sur le web, ce qui se passe dans le navigateur. L'IUT, on fait aussi de la normalisation, mais ça va être beaucoup plus ce qui se passe derrière, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans les grosses infrastructures, dans les réseaux, et voilà, ça ne va pas être juste l'ordinateur qu'on a en face, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière. Peggy X, est-ce qu'il est possible de trouver des normes communes, un langage commun, et notamment en matière de droits humains et de technologie, alors que les approches peuvent être, et les intérêts aussi d'ailleurs, peuvent être très différents selon les pays, selon les régions? Est-ce que le multilatéralisme est possible en matière d'intelligence artificielle? Yeah, no, I think it's a really important question, and the reality is, as Olivier has said, many of the people that work with new technologies come from an engineering or technology background, and unfortunately, in my office, we do have a lot of lawyers, and so there can sometimes be a little bit of difficulty communicating. But it's one of the things we're really working on. Is we hear a lot of interest from people that work within the tech sector who are concerned about the impact of the work that they're doing on human rights, and they do want to understand, how better to build in human rights by design within what they're doing. But the language that we all speak has to itself be translated a bit, and that's part of what our office tries to do is to really talk about human rights in a way that it shows how universal it is. We celebrated last year the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, which Susie referred to. And that's 30 articles that are simple. They're very clear about what it means to be a person who lives in freedom and dignity. And when we talk about those rights and what they mean in today's world, that means we have to think about how they apply to digital technologies. And the reason why we emphasize so much the usefulness of human rights is exactly because it is universal. It's a framework that isn't specific for one cultural context or one region of the world. It's a framework that's already been agreed and does apply across these key issues we're talking about. It applies across privacy in elections. It applies to issues of health and education. It
applies to the right to freedom of expression and the right to be free from torture. So it goes across all of those rights, and it gives us a foundation that we can have a conversation with China, with the US, and with every country in between. And that's what we're trying to do, is make sure that we use that framework to really give substance to these conversations. Now, I agree with Susie, though, that doesn't mean that you have to have, one law that's going to be across everything. And if we waited for sort of the global treaty on these issues, we'd probably, the technology would move much more quickly than the treaty process can. But what we do want to say is, how can we bring these human rights foundation into the work that's being done at the global level, at the regional level, at the national level, including in smart cities projects like not always exactly like what we saw in the film today, but the idea that, this technology is being embedded in your healthcare systems, in your access to public benefits, in your employer's screening of job applications. So in all of those settings, we need to really look at how we're embedding these human rights standards to make sure that discrimination and privacy and your other rights are part of the process. Suzy Allegre, même question d'une certaine manière. Comment vous voyez les choses en termes de possibilité d'un langage commun et de normes communes sur le sujet, même si tout le monde entend très bien ce que vous disiez sur le fait qu'il faut déjà commencer par faire des choses chez soi. Est-ce qu'il y a quand même possibilité imaginons, de textes internationaux sur le sujet? I think there is a possibility, but again, I think it will probably be either in forms of guidance and sort of interpreting what human rights law means in these sort of modern circumstances. So one of the things that I think would be a really useful tool is general comments. So the Human Rights Committee issues general comments which explain, if you like, what specific articles of the International Covenant on Civil and Political Rights or specific human rights issues mean in a particular context. And I think developing the understanding of what human rights law means to these new contexts, I think, would be hugely valuable. As to a sort of global treaty, I worry that there could be just a huge amount of time spent trying to get an agreement where really we need to deal with regulation and with getting on with it. I feel like it could be a distraction, but I think that's not to say that the international efforts that are ongoing in many fora, in the UN, but also in the OECD, the Council of Europe, the European Union, there's really interesting and informative work that's going into thinking, how can we protect human rights in these contexts, in particular arenas? And I think that is incredibly useful work. But I think we don't need to get hung up on having a global treaty. What I think is more important right now is actually establishing, and that's probably going to be on a country or potentially, in the case of the European Union, it could be on a regional level, establishing liability for companies. Because I think that when liability is made clear, when they find that they are facing really serious civil or even criminal sanctions for the outcomes of things that they may have created, that they may have put on the market without taking proper precautions, that will go a long way to focusing minds on how to think about safety, how to think about human rights before you put things on the market. At the moment, it's very difficult to create effective access to justice, to challenge big multinational corporations. I think if we are able to do that, which could be on a domestic level, I think that will start to shift the understanding that actually, okay, these are laws, there are risks, we need to take account of them because there will be consequences. And I think that is an area that needs to be looked at, as well as looking at global ideas and global guidance on how human rights operates in this new environment. Alors effectivement, je voulais revenir à cette question de la responsabilité des entreprises.
Comment on fait? Je pose la question parce que je vois bien comment, par exemple, pour réussir à faire appliquer véritablement le règlement européen sur la protection des données, eh ben c'est difficile parce qu'on est face à des entreprises qui ont des armées d'avocats et qui cherchent les trous dans la raquette. Donc, même avec des instruments législatifs bien faits, ça n'est pas si simple. Comment fait-on PEGI-X justement pour que les entreprises qui développent ces technologies, qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle, soient véritablement responsabilisées sur ce qu'elles font? Well, it's not an easy question to answer for all the reasons that you and Susie have said, but there's a lot more that can and needs to be done. But part of what we have to recognize as well is that the technology, while we talk a lot about the big companies, and they are a big part of the issue, there are multiple layers of different types of companies, different types of tech companies doing, there's the social media side, there's the surveillance technology companies, and everything in between. And, there are also companies scattered throughout the world doing different things with this type of technology, with at times even less commitment to some of these principles than what we see. So what we're trying to look at is multiple layers. We do work with the companies themselves. We do think actually this tech backlash is meaningful, that there is consumer pressure for companies to do better. That's part of why you hear the companies, even though they don't necessarily always follow up on it, saying that they want more regulation. Part of it is you have to create incentives for companies to want to do the right thing. It can be, more time-consuming, more costly for them to build in some of the safety features, but it's better if there's an incentive for them to do that so that they are not competed out because of the things that they're doing. So we need to make sure that we're creating those incentives through legislation as well, and then that will push companies to do better. At the same time, we're also pushing within industry for so-called co-regulation so that companies and others within an industry like social media, how each social media company has its own rules about which speech they're going to allow up and which they're going to take down, but there could be minimum standards that could be enforceable and for which companies could be held accountable on that front as well. And then, of course, the companies themselves, we try to create a race to the top by reporting on which companies are doing better and which are doing worse, and hopefully that will allow consumers and others to be able to put more pressure on, and their own employees. You've seen even within some of the tech companies, you've got people who want to be associated with a company that's doing good, not doing evil. So those are some of the levers that we have. Olivier Allais, les normes techniques, c'est aussi un moyen entre guillemets, de pression, ou en tout cas de faire bouger les lignes, y compris vis-à-vis des acteurs privés? Ça l'est. Ça l'est parce que l'UIT en fait rédige des recommandations techniques. Alors, une recommandation n'est pas obligatoire. Mais en fait, si les États membres en fait ont trouvé un consensus, généralement ils vont l'appliquer. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, et je croise les doigts là-dessus, c'est que dans un futur que j'espère proche, que les recommandations techniques qui vont sortir de l'ITU vont avoir des considérations sur les droits humains. C'est-à-dire, ce qu'on cherche à faire, c'est former les ingénieurs qui les rédigent à l'importance des droits humains, leur expliquer ce que c'est, et quand ils vont rédiger leurs recommandations, écrire un paragraphe, 2 paragraphes, une page, si c'est possible, sur les droits humains et de quelle manière la technologie qu'ils sont en train de créer, d'inventer, vont affecter les droits humains. C'est un peu... Si on arrive en fait à ce point-là, je serais vraiment ravi. Et ensuite, on a des projets à l'UIT pour que ces recommandations soit appliqué en fait à un niveau national. Quand c'est un niveau supranational, au final, ça reste un peu dans les limbes, ça reste en haut, et qu'on a besoin que ça soit appliqué sur un niveau national. Donc là-dessus, on a également des projets à essayer de pousser et d'aider les États à prendre toute une recommandation ou en partie de réussir à l'appliquer. Alors après, je ferai quand même une petite parenthèse parce que moi, je suis dans le bureau en fait des standardisations. On a aussi un bureau qui est par rapport à tout ce qui est radio, télécommunication. Et là, c'est pas des recommandations, c'est des traités. Et c'est une obligation.
Pourquoi? Alors, peut-être pas toujours tous, mais en fait, ils vont passer des traités simplement quand un avion décolle de Genève et la fréquence pour parler à la tour de contrôle est une certaine fréquence. On ne peut pas se permettre, parce qu'on passe la frontière avec la France, de changer de fréquence. Là, c'est des problématiques de sécurité. C'est pour ça, en fait, qu'on touche vraiment à de la sécurité, c'est du traité. Et sinon, c'est de la recommandation qu'on essaye de, évidemment, pousser au maximum. Donc, c'est un peu notre levier de pression, entre guillemets. On va bientôt passer aux questions de la salle, mais avant, je voudrais vous poser une dernière question et je vous demanderai à chacun une réponse brève, mais ça permettra de conclure. Des IA respectueuses des droits humains sont-elles possibles, Suzy? I think they are, but I think that what we really need to understand is that actually we don't need AI for everything. It's not necessarily about technical solutions, it's about societal choices. So I think it is possible, but I think it's only possible if we accept that technology does not solve everything and that we don't need a technological solution to every single part of our lives. Peggy? No, I like what Susie said as well. I mean, we often talk about the fact that what we see in the online world, you can't solve a problem on social media. You can't eliminate discrimination on social media because we live in a world in which discrimination is rampant. So we have to make sure that when we're looking at what the problems are with AI, we're not just looking at the particular technology, but the people behind it and the incentives behind it and the accountability and transparency around the making of it. That to me is key. And I agree, it's the accountability side that Susie's talked about, but also that transparency side. Part of the problem that we have in addressing some of these issues is that there just isn't enough information available and there isn't enough access to that information. And that's one of the things that will really help us do better here. Olivier? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que ça le sera possible, qu'on aura effectivement réussi à traduire ce que c'est les droits humains en fait sur des problématiques techniques. Et ça, c'est quelque chose de relativement important. Aujourd'hui, je pense qu'on parle encore trop d'éthique. Et on parle mais l'éthique, c'est bien, mais on ne sait pas vraiment comment le définir. C'est quelque chose de relativement flou. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur traduire les droits humains. On sait très bien ce que c'est, et de réussir effectivement à les traduire à un niveau technique et de standard technique est important. Et à ce moment-là, on aura réellement réussi à interpréter ou réussir à mettre les droits humains en fait au niveau de la technologie à la base. Merci beaucoup à tous les trois. C'est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vois des mains se lever? Il y en a là-bas. Ouais. Bonsoir. Ilan Hacher, Amnesty International, section suisse. Merci aux panélistes et au FIFDH pour l'organisation de cette soirée. Je souhaite faire un commentaire pour amener aussi la discussion au niveau de la Suisse et de Genève, et puis informer tout le monde que Amnesty International, avec la société numérique et puis Algorithm Watch, a une campagne en cours qui s'appelle Stop à la reconnaissance faciale. Bien entendu, aujourd'hui en Suisse, on ne vit pas ce qu'on a vu dans le film par rapport à la Chine, mais ces technologies sont aussi en train d'être mises en place en Suisse. Et puis, on a déjà des résultats positifs. Le canton de Bâle-Campagne, la ville de Lausanne, de Saint-Gall ont déjà interdit la surveillance de masse et la reconnaissance faciale de masse dans les lieux publics. Donc voilà, c'est aussi pour tout le monde de se mobiliser, allez consulter le site internet, il y a beaucoup d'informations qui expliquent aussi en droit suisse quels sont les enjeux, et puis voilà, vraiment le but c'est d'arriver à une interdiction partout, même à Genève, où d'ailleurs ça a été discuté au conseil municipal la semaine dernière. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ceci dit, moi j'en ai peut-être une, ça fait partie des outils, les interdictions des technologies les plus attentatoires aux droits humains, comme la reconnaissance faciale? Yeah, we do call in our organization for a moratorium on the use of certain technologies until there are sufficient human rights guardrails around. And surveillance technology, such as like the Pegasus software, which you may have heard of, that can turn your phone
into a weapon, basically. Things like that, we do call for moratoria on technology like that. Surveillance technology, the surveillance cameras, CCTV, probably doesn't cross that line, but we too, like our colleagues at Amnesty International, have been very clear about how those technologies should not be used in a mass surveillance setting and should not be used real time, for example, to monitor people going in and out of places. Est-ce qu'il y a un... Oui, là-bas. Oui, mais merci pour le film et votre débat, votre présence. Ma question, c'est, dans le film, l'épouse de l'avocat emprisonné, torturé, disait quelque chose de très intéressant. Elle disait que la complaisance en fait du plus grand nombre rend possible toutes ces violations des droits humains. Alors ma question c'est à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné le public va quand même finir par s'insurger massivement contre l'utilisation justement de ces technologies numériques et si oui, pourquoi, sinon pourquoi? Merci. Qui veut commencer? Allez, je peux y aller. Je pense que ce sera possible en effet, mais faut-il expliquer au public cette problématique de... les risques qui sont derrière. Je veux dire, on a mis longtemps, par exemple, en tout cas en Europe, à comprendre la problématique qu'il y avait derrière la protection des données personnelles. Et en fait, quand on en parlait il y a encore 10 ou 15 ans, les gens disaient bah, c'est pas grave, je veux dire, ils prennent mes données, quelle importance ça a? Et ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et je veux dire, on va avoir, je pense, la même problématique sur l'IA. Et on doit arriver en fait à passer une masse critique qui va être suffisamment éduquée et dire stop à ça. Et on a besoin, et c'est pour ça qu'on a besoin, comme ici, d'en parler, mais on a besoin d'en parler beaucoup plus largement. Suzy, sur les réactions des opinions publiques? Yeah, I mean, I believe, and I think I'd feel very depressed if I didn't believe that there is the opportunity for change. And I think complacency is a big problem. And it's one of the reasons, really honestly, why I decided to write a book instead of, like Peggy, I had a background in human rights organizations. I'd written plenty of reports, plenty of position papers, press releases. And I think I suddenly thought, actually, what about writing a book that will be read by the general public about something that makes me feel really concerned, which was about the threats to our freedom of thought, because I felt that while privacy, has started to get some traction, it was always something where people felt like, well, I haven't got anything to hide, so it doesn't matter. Whereas people are very concerned about losing control of their minds, if you like, or the idea of having your mind read or manipulated was something that I felt was much more disturbing to the average person. So I do believe that there are opportunities, and I see these issues being discussed more and more in the mainstream. And so that really makes me hope that actually people will start to push back and to make choices in their daily lives, which give that sort of consumer pushback that Peggy mentioned earlier, that I think ultimately we do still have some choices. And, in countries where we have democratic elections, we do still have choices about the politicians that we vote in, and we still have a chance to defend the rule of law and human rights. But I think it does require everybody to understand why it matters and why it matters to them, and that human rights is not just a problem on the other side of the world. It's something we all need to be concerned about. Peggy? I'm not sure there's a lot that I can add. I agree with both Olivia and Susie on this. I think one thing I'd mention is that we also need to think about how these issues play out. We've talked very much, I think, focusing on sort of two different perspectives, that from the film and then
perspective we're living in here in Switzerland, but we do have to think about the rest of the world where there are an enormous digital divide, but then also when digital technologies are being rolled out, it's often in settings where sometimes they're being used as sort of test environments, sometimes they're being used with very limited regulation, and also in settings where you don't have the same sort of judicial systems and other things in place. And so these issues around what people know about what's being done with digital technologies, have to expand beyond the setting that we have here to a much more global conversation as well. Merci. Encore des... Oui, j'ai vu une main qui se levait par là. Oui, bonsoir. Une question par rapport à... Là, on parle d'intelligence artificielle, mais finalement, il y a un lien très fort avec tout ce qui est données, puisqu'on alimente l'intelligence artificielle avec des données. Et après, on retombe sur la problématique de la numérisation de toute notre vie, en fait. Et par rapport aux droits humains, est-ce qu'on ne peut pas se poser finalement la question de savoir si on a encore le droit de ne plus être monitoré, y compris par des États très bienveillants, mais finalement tout étant réglementé un peu dans tous les sens, même les États eux-mêmes ont besoin d'informations pour faire appliquer ou pour savoir si leurs politiques sont effectives ou pas. Et il arrive un moment où finalement une personne qui voudrait rester neutre techniquement, c'est-à-dire ne pas être en permanence face à un ordinateur, on ne lui donne plus le choix, c'est-à-dire qu'elle est obligée systématiquement pour ses impôts, si elle n'a pas de téléphone, elle va pratiquement plus rien pouvoir faire, et on va même pas prévoir en fait forcément une alternative. Ça sera à elle en fait à s'adapter finalement à ce changement et on va lui imposer. Qui veut répondre? Peggy? Now, I think it's a really good point and something that we think about, issues like digital ID and the need for digital ID to be able to access any public services is something that we've looked at in different contexts and the impact that can have on people who, for whatever reason, sometimes it's for reasons of disability, sometimes it's for reasons of lack of education or lack of access, are shut out because they're not part of the digital sphere in that way. I think it goes back to some of these issues around transparency as well, where we need to always do that assessment to figure out if we're going to roll out a technology, what its impact will be on every people, and we in the UN use the phrase "leave no one behind." We have to make sure that we did a report, for example, on the impact of digital technologies on older persons. Some of these are actually quite positive technologies that give them access to older people, access to services that they might not have had otherwise. But obviously, you can also see where some of these developments might be quite threatening to the rights of older people as well. So really looking at the issues that you're raising, I think, is going to be a crucial issue for societies in the future. Olivier? Oui, alors, de mon point de vue, en fait, ne pas être dans le cyberespace aujourd'hui, c'est évidemment extrêmement compliqué, à moins de vivre dans une forêt, d'être un ermite. Par contre, on a cherché à mettre en place des solutions qui sont un peu bousculées aujourd'hui, mais quand on a lancé le RGPD il y a quelques années, c'était bien l'idée, c'était que l'utilisateur reprenne le contrôle sur sa vie numérique et sur ses données. Et tout d'un coup, en fait, tout ça est assez chamboulé parce que on se pose réellement la question, et même si l'AI Act cherche un peu à y répondre, de quelle manière, en fait, le RGPD est aujourd'hui est appliqué ou applicable dans l'intelligence artificielle. On n'a pas de réponse aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, on vit dans un cyberespace
Et je pense que le terme cyberespace, c'est important parce que pendant longtemps, aux Nations Unies, on parlait de offline et online. Mais quand on est dans une Tesla, par exemple, eh ben on n'est pas offline, on n'est pas online, on est dans le cyberespace. Et quand je rentre à l'UIT et que je badge, en fait, et ben là, j'ai une relation aussi directement, en fait, avec ce cyberespace. Donc on est sans arrêt confronté à ça. Je crois que c'est à peu près inévitable et que c'est là qu'on doit faire des technologies qui vont respecter les droits humains et que ce travail est important en tout cas. Suzy, sur la possibilité d'échapper au moins un peu à la numérisation, est-ce que c'est encore possible? I think it's incredibly hard, but I disagree that it's inevitable. And I think there are two reasons. I think, firstly, we do still have the potential for choices. I remember when my daughter started in secondary school, the automatic thing was that they give their fingerprints in order to buy lunch. And I said, no, we're not giving the fingerprint to buy lunch. I mean, to me, that's just ridiculous. Why does a child have to give their fingerprint to use the school canteen? And actually, there is no problem. They have a card, and when they forget the card, they give their name and their class, and it gets taken out of their account. There's absolutely no reason at all. But it's very common in the UK and I think elsewhere where millions of school children are giving their fingerprints to get lunch. That's the reason. We don't need to do that. And if more people just say no, then actually, eventually, the tech won't be worthwhile. It won't be sold. It's about selling, essentially. That tech is being sold to schools. And if you just say no, what's the worst that can happen? You take a packed lunch. But it is very, very difficult still to avoid it. And I mean, I realize walking around the streets when I go into the supermarket, I am, having my face taken and run through facial recognition. It's very clear, certainly here in London, it's everywhere. But I think we can push back. And I think the work of the philosopher Carissa Verleith, who wrote a fantastic book called Privacy is Power, I think is really important because essentially what she says is we just don't need to be collecting all this data. It doesn't need to be like this. And collecting so much data potentially makes us vulnerable, both as individuals, but also societies. And this digitization of everything, what we've seen since last autumn in the UK is that the British Library was attacked with a ransomware attack, which has resulted in effectively the data of everybody who was registered in the British Library being taken. I think it's potentially all available on the dark web. But on top of that, you still can't access the books. So we have buildings full of actual books dating back hundreds of years, but you can't access them because the system is down, because the system is digital. And I think we need to be prepared that if we digitize everything, we are putting ourselves also at significant risk and significant security risks. So I think that is one of the areas where it's useful to remind those that are responsible for our security and that use security often as a justification for collecting all this data and for pushing everything into the digital sphere, that actually we need a fallback position for when the lights go out. On en revient à la question de l'acceptation. Est-ce qu'on a encore le temps pour une toute dernière question? Oui, on me dit oui. On va prendre une dernière question. Moi, je vois une main là. Ah, c'est compliqué de choisir. Bon. Thank you. I hope English is okay. I would like to ask a bit of a provocative question. We are talking a lot about insecurity, about the danger of collecting too much data and being too digitalized. What can we do as citizens when there are governments, agencies, security agencies who are using our data to train AI models or various softwares to get our information or influence our country's elections and so on? Data has no borders, analytics has no borders. So what can we do as people, even though we are concerned about data, but there are others who use it against us? What can we do in that aspect so our government is prepared? Because it's a bit like a catch-22. If we ask them not to prepare, not to collect data, not to be training their own models to get better to defend, they are also defenseless against others who don't follow the rules. What's your recommendation?
C'est toute la question effectivement de comment on articule les questions sécuritaires et la protection des droits humains. Je ne sais pas qui veut se lancer sur ce sujet complexe. Well, no, it's this issue around data, and I'm glad Susie, put the other side of the picture on in terms of some of the risks here as well. It really is an enormous question in terms of the ways in which we can. I don't think we're going to move away from a world that has big data in some way. Yes, there are ways we can push back on its misuse, but and that is really what we focus on, is trying to figure out both, I have to admit, how we harness the power of big data to do good things, and we haven't really had much conversation about that, but there are instances of that as well. But more looking at, as you said, in an elections context, what are the constraints that need to be there to make sure that the worst case scenarios don't play out in terms of data. But there's also, you talked about training data that's being used, for example, for the generative AI large language models. There are lawsuits currently going on about, whether the companies have in deploying that data and using that data have violated laws. And as Susie said, we'll ultimately see if there's liability for some of these actions. That can also be a substantial constraint as well. Est-ce que quelqu'un veut rajouter? Non, Susie? Yeah, I think it's a complicated question, and I think that one of the problems is treating it as a dichotomy, that, we either have to have all or nothing. I don't think that's the case at all. I think it's complicated. And so it's not about saying to our governments that they can't defend us from cyber attacks, for example. But I think it's about understanding what exactly is needed, what is needed to be developed, and what is needed to support those developments, and what those developments mean for a democratic society. So I think it's about taking a more nuanced approach, and very much a legal approach, country by country legal approach, looking at, what do we need in our particular circumstances while respecting human rights and our laws and regulations. So I think it's not all or nothing, it's nuanced. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Bonne soirée et bonne continuation de festival.